Salut à tous. On a trois jolis chronos sous les yeux aujourd'hui, trois chronos historiques, hein, emblématiques, voire même iconiques, même si ce terme est souvent galvaudé dans le milieu de l'horlogerie. Ce qui m'a donné envie de les rassembler, c'est aussi leur ressemblance à leurs modèles originaux. Tous les trois sont très proches esthétiquement de leur version originale. Donc sous les yeux ici, une Speedmaster de chez Omega, une Breitling Navitimer et une Zenith El Primero Chronomaster 1969. Donc toutes les trois ont des valeurs historiques importantes pour des raisons différentes, avec des designs aussi qui sont très reconnaissables, et on a aussi des marques ici qui ont une forte image. Commençons un peu avec la plus emblématique des trois, voire même la montre la plus emblématique tout court, selon certains, l'Omega Speedmaster. Ici, c'est un modèle avec la vitre acrylique, que Omega appelle Hazelite, et un fond en acier. Et c'est le modèle qui est équipé du mouvement 1861 à cam, un modèle qui a été vendu jusqu'à 2019, si je dis pas de bêtises. À sa sortie en 57, la Speedmaster, elle était vendue comme un chronographe orienté plutôt sport, voire sport automobile en particulier. Et ce qui a participé à la construction de sa légende, c'est l'aventure spatiale. Donc l'aventure spatiale qui démarre en 1962 avec la mission orbitale Mercury Sigma 7. Deuxième étape super importante dans la construction de cette légende, mars 1965, où la Speedmaster devient officiellement la montre certifiée et qualifiée pour les missions spatiales de la NASA. Omega est d'ailleurs assez fier de communiquer sur le fait que la Speedmaster était la seule montre qui fonctionnait encore après la série de tests qu'ils avaient menés sur un échantillon de montres qu'ils avaient sélectionné. L'événement le plus marquant et le plus déterminant dans la construction de la légende de la Speedy, ça reste l'alunissage de juillet 1969, la mission Apollo 11 que tout le monde connaît. Un autre événement capital, avec le rôle joué par la Speedmaster dans le retour sur Terre de la mission Apollo 13. Donc Apollo 13, c'est une mission qui aurait pu se terminer de manière catastrophique. Après une explosion à bord du vaisseau qui ramenait les cosmonautes sur Terre, l'électronique était plus utilisable. L'équipage s'est servi de la Speedmaster pour mesurer une durée de temps de 13,8 secondes, une durée de temps pendant laquelle il devait faire tourner les moteurs pour orienter le vaisseau correctement afin qu'il rentre dans l'atmosphère d'une manière optimale. Et donc mesurer ces 13,8 secondes, même si ça paraît très compliqué, avec une Speedmaster, et ça a permis donc au vaisseau de rentrer avec les cosmonautes sains et saufs à l'intérieur. D'ailleurs, la Speedmaster, elle a reçu ultérieurement le Silver Snoopy Award de la part de la NASA. C'est donc la plus haute distinction que la NASA distribue à des civils ou à des organisations qui sont externes à la NASA. Et aujourd'hui encore, la Speedmaster, on peut le noter, elle fait encore partie de l'équipement standard du cosmonaute à la NASA. Il y a pas mal de ces infos que j'ai tirées de la petite brochure qui était livrée avec ce modèle de Speedmaster qu'on a sous les yeux. C'était un modèle qui était livré avec une grosse valise qui était pleine de goodies, qui est malheureusement plus produite aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. On peut aussi noter que la Speedmaster, encore aujourd'hui, elle se démarque par son design très reconnaissable et sa fantastique lisibilité. Jetons un petit coup d'œil à cette Navitimer. Ici, c'est une référence A23322. C'est un modèle qui est sorti en 2002 et qui est équipé d'un Valjoux 7753, partiellement modifié par Breitling, décoré et avec une certification chronomètre. La Navitimer, elle est sortie en 1954 et c'était le fruit de la collaboration entre Breitling et Willy Breitling en particulier et l'AOPA. L'AOPA étant l'Aircraft Owners and Pilot Association, en français l'association des possesseurs d'avions et des pilotes, donc une association qui en 1954 possédait tout de même 40 000 membres. Initialement la montre s'appelait d'ailleurs AOPA Navitimer, Navitimer étant la contraction de navigation et de timer, la règle à calcul circulaire qui permet de faire des calculs nécessaires à l'aviation tels que des multiplications par exemple, des divisions, mesurer des vitesses moyennes, des durées de vol, voire calculer des consommations de carburant. Donc ça c'est la partie navigation de Navitimer et le chrono étant la partie timer. C'est que par la suite finalement que la mention Breitling est apparue sur la montre. Elle était d'ailleurs initialement destinée que
à un usage professionnel. Et face à son succès, elle est commercialisée pour le grand public dès 1955. Et Breitling la mettait en avant pour les courses automobiles, pour le cyclisme, en plus de sa connotation aviation qui était déjà très marquée à l'époque. La Navitimer, elle a également une connexion avec la conquête spatiale, même si c'est nettement moins marquant, nettement moins important que ce qu'on a avec la Speedmaster. Mais en 62, l'astronaute Scott Carpenter avait collaboré donc avec Breitling pour la production d'un modèle avec un cadran 24 heures qui était destiné à l'espace. Ce modèle s'appelle la Navitimer Cosmonaut, et elle était à son poignet lors de la mission Mercury Atlas 7 en 1962. Encore aujourd'hui, on retrouve tous les ingrédients qui sont propres à la Navitimer, avec son design indémodable, qui est très très reconnaissable, ce cadran très complexe qu'on voit ici, très chargé, avec sa règle à calcul circulaire, cette lunette rotative tournante qui permet justement de faire ses calculs. Et aussi, on peut parler de son design de boîte qui finalement est resté quasiment inchangé à travers les décennies que ce modèle a traversé. On voit ici aussi avec les gros plans que les finitions du cadran et de la boîte sont très soignées. Petit détail qu'on retrouve sur ce modèle en particulier, au dos de la montre, en plus de ce joli logo, on a une règle de conversion qui permet de passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius. Alors, autant le design est resté fidèle à l'original, autant en termes de mouvement, c'est pas vraiment le cas. Au cours de son histoire, la Navitimer, elle a été équipée de mouvements Valjoux, le 72 pour commencer. Puis après, on a eu des mouvements Vénus, des mouvements Lemania ont aussi équipé les Navitimer au cours de son histoire. Et depuis 2011 seulement, entre guillemets, on trouve des mouvements maison sur les Navitimer. On peut aussi noter que les logos ont pas mal évolué au cours du temps. Au début, on avait donc le logo de la OPA dans différentes versions. Par la suite, on a eu le logo Twinjet qui était présent sur les Breitling de 1965 à 1979. Et le logo ailé avec le B de Breitling qui est plus récent. Je crois qu'on voit aussi sur les derniers modèles de Breitling Navitimer, on a aussi des réminiscences du passé où on réexploite des anciens logos. Donc voilà, je vous propose de passer maintenant à la Zenith et le Primero. Ici, donc, un modèle Chronomaster 69, inspiré directement du modèle A386 de 1969. Alors, en 1969, il y a 3 modèles qui sont sortis de El Primero sur la vingtaine de modèles totaux qui sont sortis entre 1969 et 1975. C'était la première réédition, donc, en 2010, de ce modèle original, et une réédition entre guillemets. C'est une réédition esthétique, hein, le modèle n'est pas fidèle à l'original, et c'est un modèle qui a été produit jusqu'à 2019. C'est peut-être un modèle qui est un peu moins iconique que les deux autres en termes d'esthétique, aussi de par la raison qu'il n'a pas été produit entre 1975 et 2010. L'aspect emblématique et historique provient plus du mouvement, de l'histoire qui est associée à ce mouvement qui est assez incroyable, et de la grande qualité éprouvée de ce mouvement depuis 1969. D'ailleurs, c'est assez remarquable de voir que ce mouvement, il a peu changé dans le temps, ce qui témoigne qu'il était d'une belle conception dès le début. Il est aussi très beau à regarder, hein, et ses specs sont tout à fait remarquables encore aujourd'hui. Hein. Donc c'est un chronographe intégré, hein, donc pas de module ici, tout est intégré, une roue à colonne et un embrayage horizontal. C'est aussi un mouvement à haute fréquence, à 36 000 vibrations par heure, ce qui était plutôt rare à l'époque. Son système de start et stop, donc à roue à colonne, c'est un système qui est élégant, qui est plus esthétique qu'un système à cam. Et l'embrayage horizontal participe aussi à la beauté esthétique, car on en voit un peu plus avec un embrayage horizontal qu'un embrayage vertical. Même si, paraît-il, un embrayage vertical est plus efficace. Il est aussi très précis ce mouvement, il est très fiable, magnifique à regarder vraiment. Hein. Et si par exemple on regarde ce changement de date au niveau de la manipulation, c'est un mouvement qui est très net et très satisfaisant à l'usage. Hein. Sur le modèle en particulier, ici, on remarquera la magnifique finition de la boîte. Et le cadran aussi est magnifique, hein. On a des impressions qui sont vraiment de très haute qualité, ces index appliqués aussi sont très très beaux, le bracelet et la boucle sont également superbes, et on a cette vitre transparente qui permet bien heureusement d'admirer ce beau mouvement.
En termes de valeur hystérique, le El Primero, il est indissociable de Charles Vermeau. Hein. Charles Vermeau, c'est donc un employé qui a littéralement sauvé les mouvements mécaniques Zénith, hein, dont le El Primero. Il a peut-être même sauvé la marque elle-même, ça on pourra jamais le dire. Hein. Mais le mouvement était donc sorti en 69, comme je l'ai déjà dit, et il était le fruit d'une compétition acharnée hein, pour sortir le premier mouvement chronographe automatique. La compétition, elle se déroulait entre Zénith, qui a donc sorti son El Primero, Seiko, qui a sorti le 6139 la même année, et on avait encore un consortium qui était constitué de Heuer, Leonidas, Breitling, Hamilton et Depra, et qui ont sorti un mouvement modulaire dans ce cas-là, qui a été appelé le chronomatique ou le calibre 11. Alors chronomatique était l'appellation utilisée, si je dis pas de bêtises, chez Hamilton et chez Breitling, et calibre 11 plutôt chez Heuer. Alors, difficile de déterminer quel était le premier mouvement chronographe automatique. Il y a un débat qui est encore assez vif aujourd'hui, mais on peut affirmer sans trop de risque que le El Primero, c'est le plus beau et c'est la plus belle conception. Hein. Donc, en 1975, on est en pleine crise du quartz. Zenith, qui est associé à une entreprise qui porte le même nom qu'elle, une entreprise électronique américaine qui s'appelle aussi Zenith Electronic, et ils abandonnent complètement les mouvements mécaniques. C'est là qu'intervient donc Charles Vermeau. Il désobéit à sa hiérarchie et il cache dans les combles de l'usine qui est située au Locle des pièces, les plans et toutes les étampes qui sont nécessaires à la fabrication du mouvement. En 1978, Zenith est à l'article de la mort hein, et elle est revendue à un groupe local, ce qui va probablement lui sauver la vie. Donc en 1983, on retrouve des El Primero qui proviennent de vieux stocks, qui commencent à équiper des montres, en particulier de la marque Ebel. Et le marché de la montre en parallèle, il se redresse un petit peu, le marché de la montre mécanique donc. Donc il était temps pour Charles Vermeau de mettre à jour le matériel qui était caché dans une partie qui était murée hein, dans l'usine. Il faut se rendre compte que ces combles avaient été murés pour cacher le matériel derrière, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc à partir de là, la production du El Primero peut redémarrer. Et c'est en 88 que le El Primero et que l'entreprise Zenith franchit un cap supplémentaire. Rolex choisit le El Primero pour équiper sa Daytona. Alors aujourd'hui, on peut encore visiter l'usine du Locle. Hein, c'est encore l'outil de production des mouvements classiques de chez Zenith, hein, dont le El Primero et le Elite. Donc pour 50 francs suisses, on peut visiter cette usine. On y voit d'ailleurs les fameux combles, le matériel qui était déposé, caché. C'est une visite passionnante que j'avais décrit d'ailleurs dans la deuxième partie de la vidéo que j'avais faite sur la El Primero DeFi 21. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur la fin de cette vidéo où je parle de cette visite que j'ai trouvée vraiment très très intéressante. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!